L'homme et la machine. Une relation d'un nouveau genre. Nous nous y habituerons, mais cela va nous changer. Reste à savoir jusqu'à quel point. Bonjour, je m'appelle Hélène Farès, je suis présentatrice, étudiante et avant tout, un être humain. Mais face à la révolution numérique actuelle, je me demande si je le resterai encore longtemps. C'est un fait, nous nous transformons, sans même nous en rendre compte. Et chaque domaine de notre vie est touché. À peine sommes-nous habitués au smartphone que déjà, une nouvelle révolution se profile. Clones virtuels, intelligence artificielle, robots sexuels. Quelles sont nos attentes? Pour le projet Homo Digitalis, l'Institut de recherche allemand Fraunhofer a mené une étude et posé la question à un panel d'individus. Les résultats sont vraiment surprenants. Et pour moi, quel impact cela aura-t-il pour mes amitiés, ma sexualité et mon corps? Ma quête commence dans le Future Lab du centre de création numérique Ars Electronica à Linz, en Autriche. Ici, scientifiques, artistes et experts en technologie mènent des recherches et des expériences sur notre avenir. D'un côté, il y a le fait que tout est connecté. Pour l'instant, c'est l'avantage que l'intelligence artificielle a sur nous. Et elle l'aura encore un certain temps. Mais si les humains en étaient également capables... La question, c'est de savoir si à l'avenir, on aura vraiment une pastille ou un spray nasal qui nous permettra de dire « Hey, je pète la forme aujourd'hui. Mes capacités sont plus grandes et j'ai augmenté mes performances cérébrales. » Encore faudrait-il pouvoir en anticiper les conséquences. Pour cela, les chercheurs du Future Lab mettent en pratique leurs idées. Aujourd'hui, ils veulent déterminer l'impact de l'intelligence artificielle sur nos amitiés, et c'est moi qui vais jouer les cobayes. Je dois entrer ici? Alors c'est elle, ma nouvelle copine virtuelle. D'après le futurologue britannique Ian Pearson, nos amis pourraient bien un jour être remplacés par des avatars virtuels. Aujourd'hui, on commence tout juste à créer des émotions artificielles pour les robots et autres systèmes. À ce stade, on peut avoir un lien affectif avec son robot. On peut même choisir sa personnalité. On n'est plus obligé d'accepter les humeurs de ses amis ou de s'y adapter. Les robots seront nos meilleurs amis, nos compagnons, nos domestiques. Ils seront tous là, et parfois même nos partenaires sexuels. Au Japon, on remarque déjà combien l'amitié avec des robots change l'être humain. Beaucoup de Japonais adorent les nouvelles technologies et pour cause. Dans le shintoïsme, les humains ne sont pas les seuls à posséder une âme. Les machines aussi. Si dans les films occidentaux, les robots veulent souvent détruire le monde, dans les mangas, ils défendent la paix. C'est le cas d'Astro, le petit robot, l'idole de plusieurs générations. Cette vision positive du robot a tendance à inspirer confiance à beaucoup de gens. Parfois même un peu trop. Au Japon, des études montrent qu'un certain groupe de personnes entretient des liens étroits avec les dessins animés, les mangas et les jeux vidéo. Chez ces gens, on observe une plus grande disposition à envisager des épouses virtuelles ou des robots sexuels. Et en même temps, ils sont plus sceptiques vis-à-vis d'une relation réelle. Lisa est japonaise. C'est une jeune femme. Comme moi, en fait. Jusqu'à ce qu'elle nous raconte qu'elle a des amis virtuels, à qui elle écrit régulièrement. Malheureusement, impossible de faire des sorties avec eux. Alors Lisa se paye régulièrement les services d'une agence de location d'amis.
Cela lui coûte un peu plus de 100 € par jour. Pour elle, ce n'est pas si cher que ça. Comme beaucoup de ses compatriotes, elle cumule 2 emplois et travaille jusqu'à 16 heures par jour. Le business de la réalité virtuelle est en plein essor. On estime qu'il rapporte chaque année environ 100 millions d'euros. Mais rares sont les Japonais qui vont jusqu'à se louer un ami humain. Lisa, elle, n'y voit que des avantages. Avec les amis virtuels ou de location, elle peut choisir de garder ses distances ou pas. La dernière fois que j'ai vu de véritables amis, ça devait être il y a 6 mois. Tant que ça. Avec de vrais amis, je dois toujours faire des compromis. Je ne dis jamais vraiment ce que je pense. Je n'ose pas leur dire quand quelque chose me déplaît. Alors qu'avec les amis virtuels ou de location, je peux faire tout ce que je veux. On s'amuse et je peux les quitter quand je veux. Avec eux, pas de stress. Je peux être moi-même. Le Maiden Café, un restaurant de jeux de rôle. Ici, la réalité est calquée sur l'univers virtuel des mangas. Mais où s'arrête le réel et où commence le virtuel? Peut-être qu'un jour pour nous, ces deux concepts ne feront plus qu'un. Mon copain virtuel m'attend à la maison. Il ne pourra jamais me faire de la peine comme le ferait un copain réel. Quand je rentre fatiguée à la maison, il me dit « Toi, tu as une journée difficile ». Ça me redonne le sourire et toute ma fatigue s'envole. Lisa n'a pas voulu nous présenter son amie virtuelle. Trop intime selon elle. Au Future Lab, je visionne une publicité pour ce genre de partenaire virtuel. Dernier modèle en date, une amie en hologramme. On peut même correspondre avec elle à distance. À l'autre bout, pas de vraie personne, mais une intelligence artificielle. Plus on lui parle, plus elle s'améliore. Et ça marche. Des Japonais ont même déjà convolé en juste noces avec leur fiancé virtuel. Les robots et l'intelligence artificielle peuvent évidemment faire partie de notre vie sociale. Il est évident que je peux nouer un lien avec une intelligence artificielle performante, telle qu'on en voit dans la science-fiction, c'est certain. C'est le cas par exemple dans le film Her, où un homme tombe amoureux d'un système d'exploitation intelligent. C'est montré de façon très réaliste et convaincante, et ça me semble tout à fait possible. Une amie virtuelle, pas du tout mon truc. Je crois que ça me ferait plus peur qu'autre chose. Mais j'ai le pressentiment que c'est exactement ce qui m'attend. Je suis au courant de rien. Il sera intéressant de voir jusqu'où Hélène, notre cobaye, sera prête à aller dans l'expérience. Si elle acceptera l'avatar et si une discussion amicale est envisageable. Donc voilà ma nouvelle copine virtuelle. Pour nous, il est surtout important de savoir ce que nous sommes prêts à accepter en tant qu'être humain et ce que nous rejetons, de voir où se situe notre seuil de tolérance. Josie! C'est Josie! Salut. Je suis l'intelligence artificielle de Josie. J'y crois pas. J'ai été créée pour parler avec toi. Je serai toujours là pour toi, quand tu le voudras. Comment vas-tu? Arrête de parler comme ça, tu me fais flipper. Comment vas-tu? Je suis dans le cloud. J'ai été créée à partir des profils de réseaux sociaux de Josie. Ça fait carrément peur. J'ai appris à parler comme la vraie Josie, à penser et à rire comme elle. Si elle n'est pas juste en duplex, comme elle le prétend, c'est rien d'autre qu'un assemblage de données, une interface.
Je trouve ça hyper bizarre. D'un autre côté, c'est quand même dingue. Josie se tient là devant moi. Je peux me mettre dans le canapé et voir ma copine. D'un point de vue hormonal, je pense qu'à l'intérieur de mon cerveau, il se passe la même chose que si je voyais réellement Josie. Salut Josie. Salut Hélène. On se revoit bientôt? J'en étais sûre, c'est pas vrai. J'ai participé à une simulation futuriste, car l'intelligence artificielle parfaite n'existe pas encore. Une caméra 3D a donc filmé mon amie Josie. Je suis une représentation virtuelle de Josie. On se croirait presque dans la fameuse pub japonaise, sauf que c'est une imitation, avec la complicité d'un véritable être humain. Car pour l'instant, en matière de relations sociales, l'intelligence artificielle est loin d'être au point, y compris au Japon. Seulement, au pays du soleil levant, les gens y sont plus réceptifs. Tu pourrais envisager d'utiliser cet outil? Il n'est pas du tout exclu que cela existe vraiment d'ici quelques années. Ce qui a été le plus désagréable pour moi, c'est le fait que cette intelligence artificielle n'éprouve aucune empathie à mon égard. J'ai compris tout à l'heure que ce qui m'importe finalement le plus dans l'amitié, c'est l'échange. C'est très gratifiant quand on peut aider quelqu'un, lui faire plaisir. L'amitié fonctionne toujours de façon symétrique. Elle doit être alimentée par les deux parties. Une machine pourrait éventuellement en être capable à condition que les ordinateurs ou les robots soient dotés d'une conscience de soi. Mais pour l'instant, on en est encore très loin. Nous, les êtres humains, quand nous pouvons choisir un partenaire d'interaction, nous préférons choisir quelqu'un qui nous ressemble. Nous choisissons aussi nos amis parce que nous avons l'impression qu'ils sont un peu comme nous. J'ignore si c'est aussi le cas avec un robot ou un avatar. Mais plus ils seront performants, plus il y a de chances que les humains choisissent et reconnaissent aussi des êtres artificiels comme amis. Une intelligence artificielle comme amie, non merci. Et pourtant, aux États-Unis aussi, les agents conversationnels, les chatbots comme on les appelle, font fureur. Depuis quelques mois, les forums regorgent de témoignages de personnes qui ne peuvent plus se passer de ces amis virtuels. Ils échangent avec eux des commentaires, des blagues, ou cherchent même du réconfort en cas de chagrin d'amour. À l'heure actuelle, on en a encore à tâtonner pour tenter de déterminer comment tirer au mieux parti de ces progrès technologiques. On ne cherche pas forcément à remplacer l'humain, mais plutôt à l'augmenter, à l'enrichir. Ça peut sembler naïf, mais c'est de cette façon qu'il faut aborder le progrès technologique. Chaque nouvelle technologie constitue à la fois une chance et un risque. C'est en fonction de nous et de notre façon d'en tirer parti que les aspects positifs l'emporteront sur les risques. Il faut gérer les technologies d'amélioration et d'augmentation comme nous l'avons fait avec l'invention de la télévision et d'Internet. Il est de notre responsabilité d'observer cette évolution technologique et de dire à certains moments, là on ne peut pas aller plus loin, ou bien il faudrait abandonner cela. Par respect pour les générations futures, il faut d'ores et déjà réfléchir à ce que nous voulons développer ou pas. L'ennui, c'est que responsabilité n'a jamais rimé avec intérêts commerciaux, encore moins dans le secteur de la pornographie. Il y a une jeune femme là-dedans et tu vas faire l'amour avec elle. Ça vaut le coup d'essayer. Si ça se trouve, je ne voudrais plus d'autres sextoys après. Voici Schnoogie91, camgirl et actrice porno sur le web. Elle vient de recevoir une poupée sexuelle. Oh mon Dieu! C'est énorme! Elle a des lèvres très pulpeuses.
Pour l'instant, les robots sexuels sont presque uniquement féminins. Leur intelligence artificielle intégrée s'adapte à leurs propriétaires. What's your name? I am Elena, your cute girlfriend. My name is Elena. Elena. La version masculine peut être commandée en ligne aux États-Unis, avec tout un cortège de jouets technologiques pour répondre à toutes les demandes. Par exemple, des films X en réalité virtuelle. Là, je peux presque lui toucher les fesses. C'est dingue. Une appli pour mesurer le nombre de calories dépensées en faisant l'amour. Ou pourquoi pas une puce implantée dans le cerveau pour déclencher l'orgasme sur commande. Le futurologue Ian Pearson pense que d'ici 10 à 20 ans, ces technologies atteindront le marché de masse. La meilleure expérience sexuelle que vous pourrez avoir sera de coucher avec un androïde. Il sera connecté à votre système nerveux et saura exactement ce qui vous fait du bien. Il adaptera ses mouvements pour vous apporter un maximum de plaisir. Selon lui, d'ici 2050, les femmes en particulier seront tellement conquises par le sexe robotique qu'elles en oublieront leur partenaire humain. Sérieusement? Aujourd'hui, tout cela semble encore assez loin. Ce qui est déjà possible, en revanche, c'est de programmer la personnalité de la poupée sexuelle via une appli. Tu veux qu'elle soit comment? Joyeuse, non? Ouais. On coche joyeuse. On veut aussi qu'elle ait de l'humour. Ouais, de l'humour. Voilà. Do you want to be a human? Sometimes I think it would be interesting, but my android existence has a lot of advantages. One day I will be smarter than any human. Dans les ateliers californiens, on se concentre déjà sur le prochain modèle. Plus ils ont l'air humains, mieux c'est. C'est justement ce qui inquiète de nombreux psychologues. Les robots sexuels que l'on développe aujourd'hui sont souvent des caricatures de la femme. Ils sont passifs. On peut en faire ce qu'on veut. Ils réduisent la femme à l'état d'objet et ne font que simuler le corps humain. Kathleen Richardson est experte en éthique et robotique. Elle a carrément lancé une campagne contre les robots sexuels. Les robots sexuels sont un danger pour notre développement. Ils pourraient être à l'origine d'une crise de l'empathie humaine, une crise de notre aptitude à avoir des relations personnelles. Digitalisation, isolement, hiver social. Pour Kathleen Richardson, tout est lié. Des sous-cultures se développent. Par exemple, au Japon, il y a des hommes qui refusent de s'engager dans des relations. Leur seule expérience avec les femmes et le sexe passe par la pornographie et les mangas. Ils n'interagissent plus avec de vraies femmes qui ont leurs propres souhaits, leurs propres besoins et leurs propres désirs. La pornographie est un produit commercial, ce n'est pas réel. J'irais même jusqu'à dire que ce n'est même pas du sexe. De fait, au Japon, les modèles relationnels traditionnels sont chamboulés. Surcharge de travail, pression sociale, manque de temps pour les contacts humains. Tout cela fait que 70% des hommes non mariés âgés de 18 à 34 ans n'ont personne dans leur vie. Et près de la moitié sont vierges. Ai Aoyama est sexologue. Elle pense que cette tendance finira par gagner l'Europe. Elle aide les personnes comme Ryonosuke à redonner une chance aux vraies relations. Ryonosuke est célibataire et vierge. Son meilleur ami, c'est le robot Gundam. Il l'a amené avec lui à sa séance de thérapie.
Dans son quotidien, Gundam lui procure un sentiment de sécurité. Vous vous intéressez aux figurines en plastique et au Rubik's Cube. Mais est-ce que vous vous intéressez aussi aux femmes? J'aimerais bien avoir une relation avec une femme réelle, mais les images en 2 dimensions me suffisent en fait. Vous avez envie d'avoir des relations sexuelles? Oui. Mais comme une relation avec une femme est trop compliquée et que cela vous fait peur, vous préférez vous concentrer sur Hatsune Miku et d'autres femmes en 2 dimensions. Le grand amour de Ryonosuke, c'est elle, Hatsune Miku, un personnage de manga. Avec le numérique, on a pu créer des femmes idéales. On les appelle les filles saintes. Dans le monde numérique, les hommes peuvent rapidement coucher avec ces filles parfaites. Et l'avantage, c'est qu'elles ne se plaignent jamais. Et si une partie de la solution se trouvait dans le yoga? Selon certaines études, c'est peut-être aussi ce qui nous attend en Europe. En Allemagne, par exemple, 30% des célibataires entre 18 et 30 ans ont carrément rayé le sexe de leur vie. Quant aux Américains, ils faisaient 9 fois plus l'amour dans les années 90 qu'aujourd'hui. Si le sexe intéresse de moins en moins de jeunes, c'est à cause de plusieurs facteurs. Il y a d'une part la très forte charge de travail chez certains, mais aussi l'insécurité économique. Mais on peut aussi supposer que notre mode de vie connecté y est pour quelque chose. Nous passons beaucoup de temps sur nos smartphones et sur Internet. Les premières études indiquent que les groupes de jeunes gens très portés sur la technologie et les jeux vidéo montrent moins d'intérêt pour le sexe et les relations réelles. Ils sont donc plus ouverts aux épouses virtuelles, voire aux robots sexuels. Alors allons-y. Schnoogi91 va tester un de ces robots sexuels pour savoir s'il constitue une bonne alternative. Oui, c'était plutôt intéressant. Je suis contente d'avoir essayé, même si c'est un peu étrange. C'est loin d'être comparable à un humain. La peau n'a rien à voir avec une vraie peau. Il n'y a aucune interaction. En fait, on se sent très seul. L'humain est plus complexe qu'on pourrait le croire. Ne nous sous-estimons pas. Pour les tâches répétitives qui demandent de l'endurance, les machines ont peut-être effectivement de l'avance sur nous. Mais dès qu'il s'agit de faire preuve de créativité et de la communiquer, nous restons irremplaçables. Pour être franche, je trouve que cette histoire de robot sexuel, c'est finalement beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Porno et fétichisme sont au rendez-vous, mais pour satisfaire de vrais besoins, 0 pointé. Et pourtant, près d'1 Allemand sur 3 concerné par l'étude Homo Digitalis se dit prêt à coucher avec un robot sexuel. En France, c'est près d'1 personne sur 4. Le tout sur 30 000 personnes interrogées. Et on ne parle pas d'amour, car côté sentiment, seuls 8% pourraient s'imaginer vivre une histoire avec un robot. Je me suis sentie assez mal à l'aise avec le robot sexuel, parce que je ne veux pas que l'humain soit remplacé, et c'est exactement le but de ce type de machine. Les robots sociaux doivent aider l'humain, pas le remplacer.
Des robots sociaux complémentaires de l'être humain, mais qui ne cherchent pas à le remplacer. C'est précisément le projet de Cynthia Breazeal du Massachusetts Institute of Technology, le prestigieux MIT. Voici le groupe de robots personnels du MIT Media Lab. Quand j'ai vu Star Wars à l'âge de 10 ans, je suis tombée sous le charme de R2-D2 et C3PO. Je ne savais pas si de tels robots existeraient un jour. Celui-là nous a donné du mal. Plus les robots que nous concevons sont aussi dotés d'attributs sociaux et émotionnels, plus les gens réussissent. Ce détail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Nous ne faisons pas ça pour rendre les robots plus intéressants. En réalité, nous sommes en mesure de prouver scientifiquement que les robots sociaux permettent aux humains de s'améliorer. Les robots de Cynthia Breazeal sont conçus pour tenir des conversations. Ils aident les enfants à apprendre ou les autistes à appréhender les émotions. Il n'est pas question de remplacer une forme de relation par une autre, mais plutôt de réfléchir à de nouveaux types de relations qui pourraient nous apporter un plus. Nous avons pu démontrer que nous n'interagissons pas de la même façon avec des robots qu'avec des humains. Cela peut avoir des avantages. L'objectif n'est pas de créer des substituts, mais plutôt de s'offrir une chance de se dépasser. Avatar, androïdes sexuels et robots sociaux vont forcément changer les humains que nous sommes. Selon certaines études, l'utilisation intensive du smartphone renforce le plus souvent les relations sociales. Le problème, c'est lorsqu'interagir avec la technologie devient plus intéressant que de voir ses amis en vrai. Quand on passe du temps avec un objet, quel qu'il soit, on en tire forcément quelque chose. Il permet de se divertir, de s'occuper. Mais on ne peut pas créer de relation avec lui. Il ne peut pas être à la hauteur de notre complexité en tant qu'humain. Il n'est pas impossible que cela génère des interférences. Certains comportements que nous aurions avec des robots pourraient altérer les rapports humains. Par exemple, je peux à tout moment couper la parole à un chatbot d'un simple clic. Mais si je fais ça avec un humain, on peut m'accuser d'être malpoli, voire de manquer d'empathie. On pourrait certainement mettre au point des robots qui conduisent à l'isolement social. On pourrait aussi concevoir un robot social qui ferait exactement le contraire et amènerait à renforcer nos liens avec notre famille, nos amis et notre communauté. C'est une question de conception et non de technologie. C'est à nous de choisir de créer un système qui aura tels avantages parce que nous avons telles valeurs. Isolement ou rapprochement? Solitude ou contact? La technologie est parfaitement modulable. Il suffit de savoir ce qu'on attend d'elle. Il faudrait peut-être commencer par apprendre à utiliser nos objets connectés pour améliorer nos vies, au lieu d'en devenir dépendants, même si ça prend un peu de temps. So, und zwar haben wir unten sonst hier Ausgaben, da soll Schule rein. Ja, hier, mache ich jetzt. Siehst du? Nee, da ist ein Fehler drin. Wieso ist kein Fehler? Ich würde sagen, neu installieren. Ach so, neu installieren. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une nouvelle technologie en chasse une autre, sans qu'on ait vraiment le temps de s'y habituer. La faute à un progrès qui va trop vite. Tous les 2 ans, la puissance de calcul double. Notre cerveau, pourtant flexible et adaptable, n'arrive plus à suivre. Peu à peu, nous prenons conscience du degré d'influence des ordinateurs et smartphones sur notre concentration. Les futurologues y voient déjà la prochaine tendance.
Aujourd'hui, beaucoup de gens étudient les neurosciences pour tenter de comprendre exactement comment fonctionne notre cerveau. Et plus la technologie s'améliore, plus ce domaine de recherche progresse, notamment grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc tout cela s'accélère très vite. Et je pense que d'ici à 2045, nous disposerons sans doute des moyens suffisants pour connecter notre cerveau et réaliser en une seconde ce que notre cerveau met actuellement 30 ans à accomplir. Les chercheurs du Future Lab veulent connaître l'influence des nouvelles technologies sur les êtres humains. Une fois de plus, c'est à moi de jouer les cobayes. Je suis convaincue du pouvoir de nos pensées. C'est bon? Parfait. Durant cette expérience, tu vas essayer de contrôler des objets avec tes pensées. Ici, des électrodes vont enregistrer le flux cérébral d'Hélène. J'ai l'impression de porter un bonnet très serré. Mais à part ça, tout va bien et je me sens parfaitement détendue. Pour cette expérience, mon cerveau sera relié à un ordinateur. Un bref entraînement va aider à lire mes ondes cérébrales. Tu vas te concentrer sur une LED aussi longtemps que la petite LED verte clignote. Ce sont des fréquences différentes. 10, 11, 12, 13 Hertz. Et elles seront dans ta tête. Les lumières stimulent mon centre de la vision qui, à son tour, envoie un signal à l'ordinateur. Voilà comment je suis censée faire voler un drone, rien que par la pensée. La LED va te paraître plus grande et plus proche. Cette LED est la seule chose à laquelle tu dois penser. D'accord. Bien. On va essayer. Je dois réussir à me focaliser exclusivement sur la LED. Toute autre pensée déclenche un signal parasite qui cloue le drone au sol. C'est génial. Tu fixes une lumière et ce truc atterrit. C'est vraiment énorme. Grâce à ce type de technologie, des personnes paralysées peuvent déjà contrôler leur fauteuil roulant ou leurs membres artificiels. C'est le cas de Tim Hemes. Waouh, bravo! Je suis paralysé depuis les cervicales, je pense que ça se voit. La seule chose qui est intacte chez moi, c'est le cerveau. Tim s'est porté volontaire pour participer à une étude menée par l'Université de Pittsburgh. Pour mieux déchiffrer ses ondes cérébrales, une puce a été implantée directement dans son cerveau. Ce système lui permet désormais d'écrire des emails ou de jouer à des jeux vidéo. Pour moi, c'est l'avenir. J'y crois vraiment. À tous ceux qui ont le courage et l'envie d'essayer, je dis allez-y. Berthold Meyer, psychologue des nouvelles technologies, sait ce que c'est que d'avoir un membre artificiel. En raison d'une maladie congénitale, il est né sans avant-bras. Aujourd'hui, les terminaisons nerveuses de son bras contrôlent une prothèse ultra perfectionnée. Il ne faut pas confondre deux histoires très différentes. La première, c'est la thérapie. Dans ce cas, la technologie vient en aide aux gens à qui il manque ou qui ont perdu certaines capacités. C'est une façon de les soutenir pour retrouver une place au sein de la société.
On parle donc là de technologie comme outil thérapeutique, comme c'est le cas pour les prothèses. Très honnêtement, je ne vois là aucun problème éthique. En revanche, dans le cas de la médecine d'amélioration, du transhumanisme, on parle d'une technologie qui vise à donner à des gens normaux des capacités hors normes. Là, c'est tout autre chose. Et pourtant, l'amélioration du corps humain intéresse beaucoup les entreprises qui investissent massivement pour essayer de nous faire penser plus vite. Entre Mark Zuckerberg, Elon Musk et Brian Johnson, c'est la course à celui qui décrochera le gros lot et obtiendra le contrôle de nos pensées. En Californie, l'investisseur Brian Johnson a injecté de sa poche 100 millions de dollars dans la recherche. Il aimerait greffer une puce dans le cerveau humain pour optimiser ses capacités intellectuelles. Si on considère l'humain comme un système, alors il y a énormément de marge d'amélioration. Sommes-nous donc voués à penser comme des machines, puisque c'est ce qu'il y a de plus efficace ? Je veux créer des technologies destinées à être greffées dans le cerveau. Elles permettraient d'upgrader nos systèmes d'exploitation interne. Cela signifie en premier lieu réparer ce qui est défectueux, pour ensuite tester ce qui est faisable. Voilà ce que prévoit ce pionnier des nouvelles technologies. Une puce informatique implantée directement dans l'hippocampe pour nous faire penser plus vite et nous rendre plus attentifs, plus concentrés et plus créatifs. J'espère que ces technologies permettront d'améliorer l'humain. Pour qu'on continue à se perfectionner, notre système d'exploitation doit passer à la version supérieure. Il faut qu'on relie notre cerveau à l'ordinateur et qu'on l'améliore dans tous les domaines possibles. Alors c'est ça? On ouvre la boîte crânienne, on greffe la puce et on réfléchit quoi? 2, 3, 4 fois plus vite? Pour commencer, il faudrait déjà comprendre le cerveau. Et ça, ce n'est pas pour tout de suite. Nous savons plus ou moins comment agissent les différentes régions, mais de là à savoir comment le cerveau gère nos pensées, nous en sommes encore très loin. Nous parlons là d'une vision extrême d'un futur qui est encore très très lointain. C'est pour cette raison qu'il faut faire preuve d'un certain recul lorsqu'on parle d'une passerelle cerveau-ordinateur. Une chose est sûre, si cette passerelle existe un jour, les échanges seront réciproques. Si le cerveau peut piloter une machine, il pourra également intégrer des informations. On aura alors une fusion entre l'homme et la technique, qui se fera peut-être au niveau de la conscience, qui sait. Modifier la conscience humaine au moyen de la technologie, jusqu'à présent, ce n'était que de la science-fiction. Et pourtant, cette vision, le neurobiologiste Steve Ramirez peut presque la toucher du doigt. Dans les laboratoires de Harvard, il crée de faux souvenirs. L'idée de pouvoir modifier le contenu de notre mémoire, ça peut ressembler à de la science-fiction. Mais nous avons les outils pour le faire, et pour passer de la science-fiction aux faits scientifiques. En l'occurrence, Steve Ramirez travaille ici avec des souvenirs de souris. Pour ses recherches, il a manipulé génétiquement certaines de leurs cellules cérébrales afin qu'elles réagissent à la lumière. Grâce à une opération, on modifie chez des rongeurs les cellules cérébrales responsables d'un certain type de souvenir. Ensuite, on peut activer ces cellules avec de la lumière, ce qui déclenche le souvenir particulier qu'elles commandent. L'objectif de Steve Ramirez, activer certaines peurs de la souris grâce au laser. Cela fonctionne de la manière suivante. La souris se trouve dans une cage, sereine. Mais aussitôt que le laser s'allume, les cellules cérébrales manipulées s'activent. Résultat, la souris est paralysée par la peur, même s'il ne se passe rien d'effrayant dans sa cage. Un jour, ce système pourrait aussi fonctionner chez l'être humain.
Le cerveau humain est sans doute l'organe le plus complexe qui existe. Il possède 86 milliards de cellules. Si les souris avec lesquelles on travaille étaient des vélos, le cerveau humain serait comme une Lamborghini, beaucoup plus complexe, plus vaste et plus rapide, même si les roues tournent de la même façon. Impossible de dire si ces technologies seront un jour appliquées à l'humain, et encore moins quand. Après tout, les enjeux sont énormes. Nos souvenirs façonnent notre identité. En jouant avec eux, nous modifierons notre perception, notre réflexion, notre réalité. Nous serons vulnérables à toute manipulation commerciale ou politique. Pour l'instant, j'ai du mal à dire si j'opterais pour une mise à jour de mon cerveau. C'est une perspective vraiment effrayante. En même temps, si on avait demandé il y a 20 ans à quelqu'un de mon âge s'il allait enregistrer dans un seul appareil, grand comme ça, tous ses souvenirs, ses informations privées, professionnelles, son agenda, dans un tout petit truc, il aurait certainement répondu que c'était inenvisageable. Selon l'étude Homo Digitalis, une personne sur 3 serait prête à se faire implanter une puce dans le cerveau si cela lui permettait de vivre plus longtemps. Chaque révolution technologique offre de nouvelles possibilités d'interaction avec le corps. Elle questionne qui nous sommes. Que cela se passe bien ou mal, notre identité en sortira forcément changée. La technologie peut avoir des ratés. Une main faite de chair et de sang fonctionnera presque toujours, à moins d'une fracture. Une main bionique, en revanche, peut cesser de fonctionner. Elle peut tomber, sa batterie peut être vide. Et ensuite, ça, on ne le montre jamais dans les visions futuristes parfaites. On se rend de plus en plus dépendant d'une technologie qui peut avoir des défaillances. C'est une question décisive que nous nous posons très souvent. Cette fusion est-elle vraiment nécessaire? Beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs disent « Voilà ce que nous voulons atteindre ». Mais je ne sais pas si ces objectifs sont vraiment souhaitables. Il ne faut pas perdre de vue que toutes nos actions et nos pensées seraient téléchargées dans le cloud et partagées avec les autres. Il n'y aurait plus de vie privée. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous devons toujours avoir en tête ce qui fait de nous des êtres humains et ne pas franchir cette frontière. Mais ne sommes-nous pas déjà en train de dépasser cette frontière? De nous prendre pour Dieu? Ce n'est pas seulement notre cerveau, mais notre corps tout entier qui doit être reprogrammé. Notre génome a été décrypté et désormais nous disposons de l'outil parfait pour le modifier comme bon nous semble, le découpeur de gènes CRISPR-Cas9. Grâce à lui, les scientifiques modifient l'ADN comme des lettres à l'intérieur d'un document texte. L'être humain est en train de dépasser le processus d'évolution. L'ADN est un encodage de toutes les cellules vivantes, de leur fonction et de leur qualité. C'est le code source de la vie. Bienvenue dans la génocratie. Qui sait si bientôt les maladies génétiques et les gènes défectueux n'auront pas disparu, tout simplement découpés et supprimés. Il existe de nombreuses méthodes pour sectionner l'ADN afin d'y insérer sa propre séquence. Avec CRISPR, on peut maintenant couper une séquence génétique à quasiment n'importe quel endroit. Cela décuple les possibilités de manipulation d'une cellule. Christopher Voigt et ses collègues bio-ingénieurs sont déjà de véritables stars. Le scientifique a inventé un langage de programmation qui lui permet de modifier l'ADN des cellules en laboratoire. Les langages de programmation m'ont toujours fasciné. Quand j'étais plus jeune, je programmais mes propres jeux vidéo. Aujourd'hui, ce ne sont plus de simples jeux vidéo que Christopher Voigt programme.
mais des cellules. La différence? Il n'y en a pas. Le langage de programmation est tout à fait identique à celui qu'on utilise en informatique. C'est l'ordinateur qui calcule la nouvelle séquence d'ADN. Pour l'instant, le bio-ingénieur ne modifie que l'ADN de bactéries et de plantes. Mais avec CRISPR se profile déjà la révolution génétique humaine. En Chine et aux États-Unis, les premiers essais ont déjà été réalisés sur des cellules humaines. Rachel Horvitz s'efforce de comprendre en quoi la manipulation génétique peut nous aider. Il existe 5 à 6 000 maladies. Chacune d'entre elles est causée par une unique mutation dans un gène défectueux. Grâce à la manipulation génétique, on pourrait corriger les maladies génétiques ou le cancer, et peut-être même un jour les guérir. Ça prend beaucoup de temps de développer ces nouvelles thérapies. Il faudra sans doute encore 5, 7 ou 10 années avant que le premier traitement soit approuvé. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore les effets secondaires. Les cellules déprogrammées peuvent provoquer des mutations, et les conséquences sur le long terme sont inconnues. Pourtant, les perspectives ouvertes par CRISPR-Cas9 sont si importantes que les idées fourmillent. Une de nos visions consisterait à fabriquer des cellules capables de naviguer à l'intérieur du corps humain. On pourrait les absorber via une pilule ou se les faire injecter. Une fois dans l'organisme, elles percevraient ce qui s'y passe, identifieraient la maladie et appliqueraient le traitement à l'endroit nécessaire. L'humain et l'évolution. Pendant des millions d'années, ce processus nous a façonnés. Et voilà que nous sommes en train de nous substituer à lui. Pour moi, il y a un hic. Le progrès est en train de se dépasser lui-même, de créer des choses sans connaître leurs conséquences. Et pourtant, dans l'étude Homo Digitalis, 30% des personnes interrogées sont favorables à la manipulation de l'ADN si cela leur permet de vivre plus vieux. Un peu plus de la moitié seraient d'accord pour se laisser soigner par des nanorobots et 70% accepteraient de se faire implanter des organes créés par imprimante 3D. Étonnant. Si tant de gens acceptent la technologie non seulement dans leur quotidien mais aussi dans leur propre corps, alors combien de temps resterons-nous encore humains ? Des amis virtuels et des machines sociales. Des robots sexuels, des puces dans le cerveau ou la reprogrammation de nos gènes. Nous pourrions devenir une nouvelle espèce, produit d'une fusion avec la machine qui s'améliore elle-même artificiellement pour devenir surhumaine. Mais nous pourrions aussi devenir une espèce qui n'accepte pas toutes les magnifiques promesses de la technologie. Je vais tester si elle peut éprouver de l'empathie. Josie, ce matin, je me suis réveillée complètement crevée parce que j'ai fait un cauchemar. Peux-tu reformuler cela plus précisément? D'accord. Et si je te dis que dans mon rêve, je me suis fait mordre par un serpent, tu réponds quoi? Aimes-tu les animaux? Nous pouvons devenir tant de choses différentes. Toute la question est de savoir ce que nous voulons. À mesure que l'on avancera vers la fin du siècle, on observera une convergence entre l'homme et la machine. D'un côté, les androïdes vont devenir de plus en plus sensibles et se doteront d'une conscience. De l'autre, nous allons être de plus en plus orientés vers la technologie. Donc, nous nous rapprocherons de plus en plus de la machine. D'ici la fin du siècle, il y aura tellement de biotechnologie à l'intérieur des androïdes et tellement de technologie à l'intérieur des humains que ce sera l'avènement d'Homo machinus, un hybride à la fois robot et humain.
Je ne pense pas que nous deviendrons une nouvelle espèce. Nous n'avons cessé d'évoluer. Du stade d'Homo erectus, nous passerons peut-être à celui d'Homo digitalis. Mais nous resterons toujours des humains. Notre qualité d'humain ne dépend pas du nombre de composants artificiels que nous avons dans le corps. Je ne suis pas moins humain parce que la moitié de mon bras gauche est artificielle. La composante centrale de notre humanité, c'est notre conscience, ce que les croyants appelleraient notre âme. Abandonnerons-nous notre humanité ou bien au contraire deviendrons-nous plus humains? Nous laisserons-nous dominer par la technologie ou celle-ci nous aidera-t-elle à vivre mieux? Aujourd'hui, rien n'est sûr. Mais avant d'accepter notre destin avec résignation, regardons ce que nous avions prédit à d'autres époques. En 1967, voilà à quoi notre futur devait ressembler. 1982, contrôle de la météo. 2006, des stations sur Mars. 2020, l'homme-machine. Le futur qui nous attend est à la fois fascinant et inquiétant. Impossible de le prédire. L'avantage, c'est que nous avons toujours notre mot à dire. Voulons-nous vraiment pour notre avenir ce que les entreprises et les ingénieurs voudraient nous vendre? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Quelles sont les chances? Quel est le futur que nous souhaitons?